Dans les archives poussiéreuses de l'École des hautes études, au fond d'un carton oublié depuis des décennies, un chercheur est tombé sur une liasse de lettres manuscrites qui n'auraient jamais dû voir le jour. Ces feuillets jaunis, rédigés à l'encre bleue dans une écriture nerveuse, portaient des annotations en marge, des noms barrés, des flèches, des points d'exclamation rageurs. L'une de ces lettres, datée de 1966, contenait une phrase qui glace le sang de quiconque croit encore à la neutralité du monde universitaire. Il faut absolument empêcher ce type d'homme tenir la moindre tribune, sinon tout notre édifice se fondre. Le destinataire de cette missive n'était autre qu'un pilier du structuralisme français, un homme dont le nom orne encore les manuels de théorie littéraire dans le monde entier. Et celui qu'il fallait réduire au silence, celui dont la carrière devait être brisée méthodiquement, était un théoricien dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, précisément parce que le plan a fonctionné. Ces lettres, selon les sources qui nous les ont transmises, dessinent le portrait d'une machination intellectuelle d'une brutalité inouïe, orchestrée au cœur même du Paris des Lumières, dans les couloirs feutrés où se fabriquait la pensée du XXe siècle. Qui était cet homme effacé de l'histoire, et pourquoi fallait-il à tout prix qu'il disparaisse? On imagine volontiers les intellectuels français des années 60 comme des êtres éthérés, perdus dans leurs livres, indifférents aux bassesses du pouvoir mondain. On se les figure attablés aux terrasses de Saint-Germain-des-Prés, discutant de sémiologie entre deux cafés crème, dans une atmosphère de fraternité savante. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Le Paris intellectuel de cette époque fonctionnait selon des règles aussi impitoyables que celles d'une clan mafieux, avec ses parrains, ses lieutenants, ses territoires à défendre et ses rivaux à éliminer. Les enjeux n'étaient pas des quartiers de ville ou des cargaisons de contrebande, mais quelque chose de bien plus précieux dans ce milieu. Les chaires universitaires, les collections éditoriales, les revues prestigieuses, et surtout, le monopole sur la définition même de ce qui constituait la pensée légitime. Au sommet de cette pyramide trônait un petit groupe d'hommes dont l'influence dépassait largement les murs de l'université. Roland Barthes, avec son charisme magnétique et sa plume acérée, régnait sur le monde des lettres comme un monarque intellectuel. Gérard Genette, plus discret mais tout aussi redoutable, construisait patiemment un empire théorique dont les fondations reposaient sur une narratologie qui allait devenir la référence mondiale. Autour d'eux gravitaient des figures comme Tsvetan Todorov, Algirdas Julien Grémas et quelques autres élus qui formaient ce que certains appelaient en privé le cercle. Ce cercle n'avait pas de statut officiel, pas de carte de membre, pas de réunion formelle inscrite dans un agenda, mais son pouvoir était absolu. Quiconque voulait publier dans les revues qui comptaient, quiconque aspirait à un poste dans les institutions qui façonnaient la pensée française, devait obtenir l'approbation tacite de ce groupe. Et malheur à celui qui osait remettre en question leurs dogmes. Car le structuralisme, dans ces années-là, n'était pas simplement une méthode d'analyse littéraire. C'était une idéologie totale, un système de croyances aussi rigide et aussi intolérant que n'importe quel catéchisme. Ces adeptes ne se contentaient pas de proposer une lecture nouvelle des textes, ils affirmaient détenir la seule clé valable pour comprendre le langage, la littérature, et par extension, la condition humaine tout entière. Quiconque proposait une approche différente n'était pas simplement un collègue avec lequel on pouvait débattre courtoisement. Il était un hérétique, un danger pour l'édifice, une menace existentielle qu'il fallait neutraliser. Et c'est précisément dans ce contexte de terreur intellectuelle qu'un jeune théoricien brillant, dont nous tairons le nom véritable pour des raisons que vous comprendrez bientôt, a commis l'erreur fatale de penser que le monde des idées était un espace de liberté. Selon les témoignages recueillis auprès d'anciens collègues qui ont accepté de parler sous couvert d'anonymat, cet homme, appelons-le simplement le rival, avait tout pour devenir l'une des grandes voix de la théorie littéraire française. Agrégé de lettres à 24 ans, docteur à 28, il avait publié dès le début des années 60 des articles d'une profondeur et d'une originalité qui avaient impressionné jusqu'à ses futurs bourreaux. L'une de ses premiers textes,
paru dans une revue aujourd'hui disparue, proposait une théorie de la narration qui, selon plusieurs spécialistes consultés, anticipait de plusieurs années certaines des conclusions les plus célèbres de Genette. C'est là que résidait le problème. Non pas que le rival ait plagié qui que ce soit, bien au contraire. C'est parce qu'il était arrivé le premier sur un territoire que Genette considérait comme le sien, que sa simple existence devenait insupportable. Imaginez la scène. Nous sommes au milieu des années 60, dans un bureau enfumé de la rue d'Ulm, où se décide le sort des carrières intellectuelles françaises. Un homme feuillette un article fraîchement publié, et son visage se décompose. Ce qu'il lit ressemble étrangement à ce sur quoi il travaille depuis des mois, peut-être des années. Mais l'article est signé d'un autre nom. Un nom inconnu. Celui d'un jeune provincial sans réseau, sans protecteur, sans clan. La réaction, selon les sources qui ont eu accès à des correspondances privées de l'époque, ne fut pas celle d'un savant, confronté à un collègue ayant eu la même intuition. Ce qui arrive constamment dans l'histoire des sciences. La réaction fut celle d'un chef de territoire, découvrant qu'un intrus a franchi ses frontières. Il fallait agir. Et agir vite. Mais avant de comprendre comment le piège s'est refermé, il faut mesurer à quel point le rival était vulnérable. Car dans le Paris intellectuel des années 60, le talent ne suffisait pas. Il fallait appartenir. Il fallait être coopté, introduit, adoubé par les bonnes personnes dans les bons salons. Le rival venait d'une famille modeste du sud de la France. Son père était instituteur dans un village de quelques centaines d'âmes, sa mère couturière. Il n'avait pas fréquenté les mêmes lycées parisiens que ses futurs adversaires, n'avait pas noué les amitiés stratégiques qui se forgent dans les cours de récréation des établissements d'élite. Il était arrivé à Paris avec sa seule intelligence pour bagage, convaincu, naïvement, tragiquement, que dans le monde des idées, seule la qualité de la pensée comptait. Cette naïveté allait lui coûter tout ce qu'il avait. Le contraste entre sa situation et celle de ses rivaux était saisissant. Pendant que Barthes dînait avec les éditeurs les plus puissants de Paris, pendant que Genette tissait sa toile dans les commissions universitaires, le rival corrigeait des copies dans un lycée de banlieue pour payer son loyer. Pendant que le cercle se retrouvait dans les séminaires fermés où se décidaient les orientations de la recherche française, lui envoyait des articles à des revues qui les refusaient systématiquement, sans explication, sans commentaire, parfois sans même accuser réception. Il vivait dans un 2 pièces sous les toits du 13e arrondissement, chauffé par un radiateur électrique capricieux, entouré de piles de livres et de manuscrits que personne ne voulait lire. Sa femme, qui l'avait suivi de province, travaillait comme secrétaire dans une entreprise d'import-export pour maintenir le ménage à flot. Le soir, quand elle rentrait épuisée, elle le trouvait penché sur ses feuillets, les yeux rougis, la cigarette aux lèvres, poursuivant un rêve qui s'éloignait un peu plus chaque jour. Et pourtant, malgré cet isolement, malgré cette précarité, le rival continuait de produire. Ses travaux circulaient sous le manteau, photocopiés par des étudiants qui les trouvaient plus stimulants que les textes officiellement prescrits. Certains professeurs, en privé, reconnaissaient la valeur exceptionnelle de ces analyses. Mais aucun n'osait le dire publiquement. Car soutenir le rival, c'était s'opposer au cercle. Et s'opposer au cercle, c'était signer son propre arrêt de mort académique. Un ancien maître de conférence, aujourd'hui retraité, nous a confié avec une amertume palpable: je savais que cet homme avait raison sur presque tout, mais j'avais une famille à nourrir et une carrière à protéger. Alors j'ai fermé les yeux et j'ai fait comme tout le monde. J'ai fait semblant qu'il n'existait pas. C'est dans ce climat de lâcheté collective qu'un événement précis va tout faire basculer. Et cet événement porte un nom que les initiés murmurent encore avec un mélange de fascination et de froid. Mais qui était donc ce visiteur inattendu qui s'est présenté un matin de 1967 au domicile du rival et dont la venue allait transformer une simple rivalité intellectuelle en une guerre d'extermination? Un matin de printemps de 1967, selon le témoignage de la veuve du rival, recueilli bien des années plus tard, quelqu'un a frappé à la porte de leur appartement sous les toits. C'était tôt,
À peine 8 heures, et le rival n'attendait personne. Sa femme est allée ouvrir et s'est trouvée face à un homme qu'elle n'avait jamais vu. Un individu élégant, la cinquantaine, portant un pardessus sombre et une écharpe de soie, qui dégageait cette assurance tranquille des gens habitués à ce qu'on leur obéisse. L'homme a demandé à voir le rival par son prénom, comme s'il était de vieux amis. Quand le rival est apparu dans le couloir, encore en pyjama, son visage a changé d'expression. Selon sa femme, il est devenu livide, comme s'il avait vu un fantôme, ou plutôt comme s'il avait vu le diable en personne. Les deux hommes se sont enfermés dans le bureau pendant près de 2 heures. La femme du rival, depuis la cuisine, entendait des éclats de voix étouffés par les murs. Elle a distingué des mots « proposition »,« condition »,« dernière chance ». À un moment, elle a entendu un bruit sourd, comme si quelqu'un avait frappé du poing sur la table. Puis le silence. Quand le visiteur est finalement sorti, il a traversé le couloir sans un regard pour elle, a enfilé son pardessus et a disparu dans l'escalier. Le rival est resté enfermé dans son bureau pendant le reste de la journée. Quand il en est sorti le soir, il avait les traits tirés d'un homme qui vient de recevoir un diagnostic fatal. Il s'est assis à la table de la cuisine, a allumé une cigarette et a prononcé une phrase que sa femme n'a jamais oubliée. « Ils veulent que j'arrête tout, que je renonce à mes travaux sur la narration, que je me consacre à autre chose, n'importe quoi d'autre. Sinon, ils me détruiront. » Qui était ce visiteur mystérieux? La veuve du rival n'a jamais pu l'identifier formellement, mais selon les recoupements effectués par des chercheurs qui se sont penchés sur cette affaire des décennies plus tard, il s'agissait vraisemblablement d'un émissaire, un intermédiaire, envoyé par le cercle pour transmettre un ultimatum. Le message était d'une clarté brutale. Le rival devait abandonner ses recherches sur la narratologie, le domaine que Genette était en train de s'approprier, et se tourner vers un champ d'études inoffensif. En échange, on lui promettait une certaine tranquillité, peut-être un poste dans une université de province, peut-être la publication de ses travaux dans un domaine secondaire. Mais s'il refusait, s'il persistait à empiéter sur le territoire sacré du cercle, alors toutes les portes se fermeraient définitivement. Toutes, sans exception. Le rival a refusé. Par fierté, par conviction, par cette obstination magnifique et suicidaire des hommes qui croient que la vérité finit toujours par triompher. Il a refusé de plier, refusé de renoncer à des années de travail, refusé d'accepter qu'un groupe d'hommes puisse s'arroger le monopole d'un champ entier de la connaissance humaine. Et c'est à partir de ce refus que la machine de destruction s'est mise en marche avec une efficacité terrifiante. Les premières représailles ont été subtiles, presque imperceptibles pour un observateur extérieur. Un article soumis à la revue Poétique, la revue cofondée par Genette et Todorov, a été refusé sans la moindre explication. Un autre, envoyé à Communication, la revue dirigée par Barthes, a subi le même sort. Le rival a alors tenté sa chance auprès de revues moins prestigieuses, mais là encore, les portes se fermaient les unes après les autres, comme si un mot d'ordre invisible circulait dans les couloirs de l'édition universitaire française. Un directeur de collection, qui avait initialement manifesté de l'intérêt pour un manuscrit du rival, s'est brusquement rétracté après un déjeuner avec un membre éminent du cercle. Il a envoyé une lettre d'excuse embarrassée, invoquant des contraintes budgétaires que personne n'a crues. Puis les choses sont devenues plus ouvertement hostiles. Lors d'un colloque à Cerisy-la-Salle, ce haut lieu de la vie intellectuelle française où se retrouvaient chaque été les penseurs les plus influents, le rival a été publiquement humilié. Il avait été invité, probablement par erreur, ou peut-être par la volonté d'un organisateur qui n'avait pas reçu le mémo, à présenter une communication sur ses travaux. Quand il est monté à la tribune, la salle était pleine. Mais dès qu'il a commencé à parler, un mouvement concerté s'est produit. Plusieurs figures majeures du structuralisme se sont levées ostensiblement et ont quitté la salle, l'une après l'autre, dans un ballet de mépris chorégraphié qui ne pouvait être spontané. Le message était limpide. Cet homme n'existe pas, ses idées ne méritent pas d'être entendues, et quiconque reste assis pour l'écouter
se range du côté des perdants. Un témoin de cette scène, un jeune doctorant de l'époque devenu depuis un universitaire respecté, nous a décrit l'effet dévastateur de ce boycott public. Le rival a continué sa présentation, la voix tremblante, devant une salle qui se vidait progressivement. Ceux qui restaient baissaient les yeux, terrifiés à l'idée d'être vus en train d'écouter le paria. Quand il a terminé, le silence qui a suivi n'était pas celui de la réflexion, c'était celui de la honte collective. Personne n'a posé de questions. Personne n'a applaudi. Le rival a rassemblé ses notes d'une main qui tremblait et a quitté la salle par une porte latérale. Ce soir-là, selon le même témoin, on l'a aperçu marchant seul dans le parc du château de Cerisy, sous la pluie, sans parapluie, comme un homme qui vient de comprendre que le combat est perdu d'avance. Mais le cercle ne s'est pas contenté de l'humilier publiquement. La phase suivante de l'opération visait quelque chose de bien plus fondamental. Le effacement pur et simple de sa contribution intellectuelle. Et c'est ici que l'affaire prend une dimension véritablement sinistre. Car ce qui s'est passé ensuite ne relève plus de la simple rivalité académique. C'est une entreprise délibérée de vol intellectuel et de falsification historique. Car voici le fait le plus troublant de toute cette histoire. Celui que les lettres retrouvées dans les archives de l'École des hautes études semblent confirmer. Plusieurs des concepts clés que Genette allait publier dans ses ouvrages majeurs, notamment dans son célèbre travail sur le discours du récit paru au début des années 70, auraient été, selon des sources concordantes, formulés auparavant par le rival dans des articles que le cercle avait systématiquement empêché de paraître. Des concepts comme la focalisation narrative, la distinction entre temps du récit et temps de l'histoire, certaines typologies de la voix narrative, tout cela existait déjà, selon des sources concordantes, dans les manuscrits du rival. Des manuscrits que certains membres du cercle avaient lus, puisqu'ils les avaient reçus en tant que membres de comités de lecture, des revues auxquelles le rival les avait soumis. Était-ce un plagiat délibéré? Les preuves ne permettent pas de l'affirmer avec certitude. Il est possible que Genette soit arrivé indépendamment aux mêmes conclusions. L'histoire des sciences regorge de telles coïncidences. Mais ce qui est beaucoup plus difficile à expliquer, c'est pourquoi le cercle a mis tant d'énergie à empêcher la publication des travaux du rival, précisément dans les domaines où ces travaux recoupaient ceux de Genette. Si les deux hommes avaient simplement eu les mêmes idées, pourquoi ne pas laisser le rival publier et reconnaître une convergence intellectuelle? Pourquoi cette rage à le faire taire, cette obsession à le effacer, si ce n'est parce que sa simple existence menaçait de révéler une vérité gênante? Que le roi était peut-être nu, que l'originalité proclamée du maître reposait en partie sur des fondations empruntées. Et c'est là que nous touchons au cœur de cette affaire, au noyau incandescent de ce scandale enfoui depuis plus d'un demi-siècle. Car le cercle structuraliste n'était pas simplement un groupe d'amis qui se soutenaient mutuellement. C'était, selon les documents que nous avons consultés, une véritable organisation dotée de règles tacites, de hiérarchies invisibles et d'un code du silence aussi strict que celui de n'importe quelle société secrète. Ses membres contrôlaient les principales revues de théorie littéraire en France. Ils siégeaient dans les commissions qui attribuaient les postes universitaires. Ils conseillaient les éditeurs sur les manuscrits à publier ou à rejeter. Ils rédigeaient les programmes des colloques internationaux. En un mot, ils tenaient entre leurs mains tous les leviers du pouvoir intellectuel français, et ils les actionnaient avec une coordination qui n'avait rien de spontané. Barthes, selon plusieurs témoignages concordants, jouait le rôle du parrain suprême, celui dont l'approbation était nécessaire pour toute décision importante, mais qui se gardait bien de se salir les mains directement. Son charisme était tel que sa simple désapprobation, exprimée par un haussement de sourcils ou un silence éloquent lors d'un dîner, suffisait à condamner un homme. Genette, plus méthodique, plus froid, était l'architecte opérationnel du système, celui qui veillait à ce que les mécanismes d'exclusion fonctionnent sans accroc, qui s'assurait que les bonnes personnes occupent les bons postes, que les revues publient les bons articles, que les colloques invitent les bons orateurs. Todorov, avec son réseau international, servait de relais vers l'étranger.
garantissant que l'ostracisme ne se limite pas à la France, mais s'étende aux universités américaines, britanniques et allemandes, où le structuralisme français était en train de conquérir une hégémonie intellectuelle sans précédent. Ce triumvirat informel fonctionnait avec une efficacité redoutable. Un ancien membre du comité de rédaction d'une revue prestigieuse, qui a requis l'anonymat le plus strict, nous a décrit le mécanisme. Quand un article arrivait, la première chose que nous vérifions n'était pas sa qualité, mais l'identité de son auteur et ses affiliations. Si l'auteur était dans les bonnes grâces du cercle, l'article passait presque automatiquement. S'il était sur la liste noire, il était rejeté avant même d'être lu. Et oui, il existait une liste. Pas un document écrit, bien sûr. Ces gens étaient trop intelligents pour laisser des traces aussi grossières, mais une liste mentale, partagée, mise à jour lors de conversations téléphoniques et de déjeuners discrets. Le nom du rival figurait en bonne place sur cette liste. Mais comment un tel système pouvait-il fonctionner au grand jour, dans un pays qui se targuait d'être la patrie des Lumières et de la liberté de penser? La réponse est aussi simple que terrifiante. Par la peur. La peur de perdre son poste, la peur de ne jamais être publié, la peur d'être exclu des cercles qui comptaient, relégué dans l'obscurité d'une université de province où l'on finirait ses jours à enseigner la grammaire à des étudiants indifférents. Cette peur était si puissante, si omniprésente, qu'elle rendait complices même ceux qui désapprouvaient le système. Des dizaines d'universitaires savaient ce qui arrivait au rival. Certains connaissaient la valeur de ses travaux. Quelques-uns avaient même lu ses manuscrits en cachette et les avaient trouvés remarquables. Mais aucun, pas une seule, n'a eu le courage de prendre publiquement sa défense. Et pendant ce temps, le rival s'enfonçait dans un isolement de plus en plus profond. Sa femme, épuisée par des années de sacrifices sans résultat, a fini par le quitter au début des années 70, emportant avec elle leurs 2 enfants. Il a perdu son poste de professeur de lycée après une série d'absences non justifiées. Il passait ses journées enfermé dans son appartement, incapable de faire face au monde extérieur. Ses amis, les rares qui lui restaient, le décrivaient comme un homme brisé, hanté par le sentiment d'une injustice cosmique, oscillant entre des accès de rage impuissante et des périodes de prostration silencieuse. Il continuait d'écrire, compulsivement, frénétiquement, remplissant des cahiers entiers de théories que personne ne lirait jamais, comme un naufragé qui lance des bouteilles à la mer en sachant que la côte est trop loin. Le plus cruel dans cette histoire, c'est que le monde extérieur ne voyait rien. Pour le public cultivé qui suivait les débats intellectuels de l'époque, le structuralisme était un mouvement brillant, porté par des esprits exceptionnels qui révolutionnaient notre compréhension de la littérature et du langage. Les livres de Barthes se vendaient par dizaines de milliers. Les cours de Genette à l'école des hautes études attiraient des foules d'étudiants venus du monde entier. La France exportait sa pensée comme elle exportait son vin et sa haute couture, avec une assurance souveraine et un sentiment de supériorité naturelle. Personne ne soupçonnait que derrière cette façade glorieuse se cachait un système d'oppression intellectuelle qui avait broyé au moins un homme de génie, et probablement d'autres dont nous ne connaîtrons jamais les noms. Car le rival n'était sans doute pas le seul. Les lettres retrouvées dans les archives mentionnent d'autres noms, d'autres cibles, d'autres carrières brisées, avec la même méthodologie implacable. Des chercheurs qui avaient eu le malheur de proposer des idées trop originales, trop dérangeantes, trop proches de celles que le cercle s'était réservées. Des femmes, surtout, dont les contributions étaient systématiquement minimisées ou attribuées à leur directeur de thèse masculin. Des étrangers aussi, venus de pays jugés périphériques, dont les travaux étaient pillés sans vergogne, puis republiés sous des signatures plus prestigieuses. Le cas du rival n'était que la partie émergée d'un iceberg de corruption intellectuelle dont nous commençons à peine à mesurer l'ampleur. Mais revenons à notre homme, car son histoire est loin d'être terminée. Au milieu des années 70, alors que tout semblait perdu, alors que le rival avait touché le fond de l'abîme, un événement inattendu va se produire. Un événement qui aurait pu tout changer,
qui aurait pu lui rendre justice et exposer le cercle au grand jour. Un éditeur étranger, un Allemand qui ne faisait pas partie des réseaux parisiens et qui avait découvert les travaux du rival par un hasard extraordinaire, lui a proposé de publier l'intégralité de ses recherches en traduction allemande. Pour la première fois en plus de 10 ans, une porte s'ouvrait. Pour la première fois, quelqu'un reconnaissait la valeur de son travail et lui offrait une tribune. Le rival a accepté avec une joie fébrile, presque incrédule. Il a passé des semaines à préparer son manuscrit, à le réviser, à le peaufiner avec l'énergie désespérée d'un homme qui sait que c'est sa dernière chance. Sa correspondance avec l'éditeur allemand, dont des fragments ont été retrouvés, révèle un mélange déchirant d'espoir et de terreur. Il savait que le cercle ne le laisserait pas faire, il savait qu'il tenterait d'intervenir. Mais il espérait que la distance géographique et l'indépendance de l'éditeur suffiraient à le protéger. Il avait tort. Car le cercle avait des yeux et des oreilles partout, y compris de l'autre côté du Rhin. Et ce qui s'est passé ensuite, la manière dont cette dernière chance a été sabotée, dépasse en cynisme et en cruauté tout ce que nous avons décrit jusqu'ici. Comment le cercle a-t-il appris l'existence de ce projet éditorial? Qui les a informés? Et surtout, jusqu'où était-il prêt à aller pour s'assurer que la voix du rival reste étouffée à jamais? L'éditeur de Hambourg s'appelait Heinrich Brandt. Il dirigeait une petite maison spécialisée dans la théorie littéraire européenne et il avait découvert les travaux du rival par le biais d'un étudiant français en échange qui lui avait glissé une photocopie d'un article lors d'un séminaire à Francfort. Brandt avait lu ce texte dans le train du retour et selon sa propre correspondance retrouvée dans les archives de sa maison d'édition, il avait dû s'arrêter plusieurs fois pour relire certains passages, incapable de croire qu'un travail d'une telle densité théorique soit resté inconnu du grand public académique. Il avait immédiatement écrit au rival, en français, dans une lettre enthousiaste et directe qui tranchait avec la prudence calculée des éditeurs parisiens. Et c'est cette lettre, arrivée un matin de novembre dans la boîte aux lettres de l'appartement sous les toits, qui avait fait pleurer le rival pour la première fois depuis des années. Non pas de tristesse, mais de ce soulagement dévastateur qui envahit les hommes quand ils comprennent qu'ils n'ont pas rêvé, que leur travail existe vraiment, que quelqu'un, quelque part, l'a vu et l'a reconnu. Mais voici ce que personne ne savait encore, ce que les archives de Brandt ont révélé bien plus tard. Le cercle avait été informé du projet en moins de 3 semaines. Quelqu'un, dans l'entourage immédiat du rival ou dans les réseaux universitaires franco-allemands, avait transmis l'information. Et la réponse du cercle avait été immédiate, chirurgicale, et d'une efficacité qui donne encore froid dans le dos. Un médecin qui avait suivi le rival pendant plusieurs années et qui a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat strict, a révélé quelque chose que personne n'avait rendu public jusqu'ici. Dans les semaines qui ont suivi la signature du contrat avec Brandt, le rival a commencé à présenter des symptômes alarmants. Des tremblements des mains, des insomnies sévères, des épisodes de confusion mentale qui l'empêchaient de travailler. Il est venu consulter ce médecin en décembre de cette année-là, amaigri, les yeux creusés, se plaignant d'une fatigue qui ne le quittait plus. Le médecin a prescrit des examens. Les résultats ont montré des anomalies que le praticien a d'abord attribuées à l'épuisement chronique et à la malnutrition. Le rival mangeait à peine, vivait de café et de cigarettes depuis des mois. Mais certains indicateurs biologiques restaient inexpliqués, et le médecin, aujourd'hui âgé de plus de 80 ans, confie avec une gêne visible qu'il regrette de ne pas avoir insisté davantage pour approfondir les investigations. Ce qui est certain, c'est que l'état de santé du rival s'est dégradé précisément au moment où il aurait dû être au sommet de son énergie créatrice, au moment où il préparait le manuscrit qui devait enfin lui donner la reconnaissance qu'on lui avait volée. Ces lettres à Brandt, de plus en plus espacées, de plus en plus courtes, témoignent d'un homme qui lutte contre quelque chose qu'il ne comprend pas lui-même. Dans l'une d'elles, datée de février, il écrit « Je ne sais pas ce qui m'arrive.
J'ai l'impression que mon cerveau ne m'appartient plus, que les mots s'échappent avant que je puisse les saisir. Brandt, inquiet, lui a proposé de venir à Hambourg pour travailler dans un environnement différent. Le rival a accepté. Il n'est jamais parti. Car 3 jours avant la date prévue de son départ, quelqu'un lui a rendu visite à l'hôpital où il venait d'être admis en urgence après un malaise dans la rue. Et ce visiteur n'était pas un ami, ni un médecin, ni un membre de sa famille. C'était un homme que plusieurs témoins ont décrit comme portant un costume gris, une serviette en cuir marron, qui s'est présenté à l'accueil comme un collègue universitaire venu prendre des nouvelles. Il est resté dans la chambre du rival pendant 40 minutes. Quand il est reparti, une infirmière qui passait dans le couloir a remarqué qu'il semblait pressé, presque agité. Elle a noté son passage dans le registre des visites, comme le protocole l'exigeait. Ce registre existe encore, et le nom qui y figure est celui d'un homme dont nous tairons l'identité pour des raisons légales, mais qui était, selon nos sources, un proche collaborateur d'une membre éminent du cercle. Qu'est-ce qui s'est dit dans cette chambre d'hôpital? Le rival n'en a jamais parlé directement, mais dans un carnet retrouvé après sa mort, parmi des pages de notes théoriques et de fragments autobiographiques, une entrée sans date porte ces mots. Ils sont venus jusque-là, même ici, même maintenant. Ils m'ont dit que si le livre paraît, ce ne sera pas seulement ma carrière, ce sera ma famille, mes enfants. Ils savent où ils sont. Était-ce une menace réelle ou le délire d'un homme épuisé et malade? La question reste ouverte. Ce qui est indiscutable, c'est que le contrat avec Brandt a été rompu peu après. Le rival a envoyé à l'éditeur allemand une lettre laconique, presque froide, lui indiquant qu'il renonçait au projet pour des raisons de santé. Brandt a tenté de le rappeler, de lui proposer un délai, de trouver un arrangement. Le rival n'a plus répondu. La porte qui s'était entr'ouverte s'est refermée définitivement. Et cette fois, il n'y en aurait pas d'autre. Mais ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôpital n'était que le dernier acte visible d'une campagne qui avait commencé bien plus tôt, dans des lieux bien moins visibles. Car pendant que le rival se débattait avec sa maladie et ses démons, une autre opération se déroulait en parallèle, dans un endroit que personne n'aurait songé à surveiller. Au numéro 42 d'une rue du 5e arrondissement de Paris, dans un immeuble bourgeois dont les fenêtres donnaient sur un jardin intérieur planté de marronniers, se trouvait un appartement dont l'existence était connue de très peu de personnes. Officiellement, cet appartement appartenait à une société civile immobilière dont les statuts, déposés chez un notaire du 16e arrondissement, ne mentionnaient aucun nom reconnaissable. En réalité, selon des sources qui ont eu accès à des documents notariaux de l'époque, cet appartement servait de lieu de réunion informelle pour un groupe restreint d'intellectuels dont les noms, mis bout à bout, dessinent le cœur du cercle structuraliste. Ce n'était pas un salon littéraire au sens traditionnel du terme. Il n'y avait pas de réception, pas d'invitation gravée, pas de buffet élaboré. C'était un espace de travail, ou plutôt un espace de décision. Les réunions qui s'y tenaient, selon le témoignage d'un homme qui y avait été convié une seule fois et qui en est ressorti profondément troublé, ressemblaient davantage à des conseils de guerre qu'à des séminaires académiques. On y discutait de stratégie éditoriale, de nominations universitaires, de la manière de répondre aux critiques extérieures. Et on y dressait des listes de noms, de projets à soutenir, de projets à torpiller. Le témoin qui nous a décrit cet appartement, un homme aujourd'hui dans sa 80e année, qui a passé sa vie à enseigner dans une université de province après avoir été écarté des cercles parisiens pour des raisons qu'il comprend mieux maintenant, se souvient d'un détail qui l'a frappé dès son entrée dans les lieux. Sur le bureau central, un grand bureau en chêne massif qui trônait au milieu de la pièce principale, il y avait une chemise cartonnée de couleur rouge. Pas de titre sur la couverture, pas d'étiquette. Juste une chemise rouge, posée bien en évidence, comme si sa présence était destinée à rappeler quelque chose à ceux qui se réunissaient là. Notre témoin n'a jamais su ce que contenait cette chemise, mais il a entendu, au cours de la réunion à laquelle il assistait, quelqu'un y faire référence, en disant simplement « Il faut mettre ça à jour avant la rentrée ». Et tout le monde autour de la table avait hoché la tête,
avec la gravité de gens qui comprennent parfaitement de quoi il s'agit. Cette chemise rouge, était-ce la liste noire dont parlaient les rumeurs? Était-ce un dossier de compromettant sur des rivaux potentiels? Était-ce simplement un document administratif banal, et notre témoin a-t-il projeté sur cet objet ordinaire toute la charge dramatique de la situation? Nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude. Mais ce que nous savons, c'est que cet appartement du 5e arrondissement a existé, que des réunions s'y sont tenues, et que les décisions qui y ont été prises ont eu des conséquences réelles et durables sur des vies humaines. La vie du rival, en premier lieu. Mais aussi, comme nous allons le voir, sur la vie d'un homme qui avait cru pouvoir jouer sur les deux tableaux, et qui a payé ce double jeu d'un prix qu'il n'avait pas anticipé. Car dans cette histoire, il y avait un personnage que nous n'avons pas encore mentionné. Un personnage dont le rôle est peut-être le plus ambigu et le plus troublant de tous. Appelons-le le passeur. C'était un homme d'une quarantaine d'années, maître de conférences dans une université parisienne de second rang, qui connaissait à la fois le rival et plusieurs membres du cercle. Il avait été l'ami du rival à l'université. Ils avaient partagé des chambres d'étudiants, des repas frugaux, des nuits de discussions enflammées sur la littérature et la théorie. Et il avait ensuite, progressivement, été coopté par le cercle, pas comme membre à part entière, mais comme satellite utile, comme homme de liaison, comme celui à qui l'on confiait les missions délicates, qui ne devaient pas être tracées jusqu'aux figures centrales. Le passeur aimait sincèrement le rival, ou du moins il le croyait. Il admirait son intelligence, reconnaissait la valeur de ses travaux, souffrait de le voir marginalisé. Mais il aimait aussi sa propre carrière, son appartement confortable dans le 14e arrondissement, ses invitations au dîner qui comptaient, son sentiment d'appartenir, même marginalement, à quelque chose de grand. Et quand le cercle lui a demandé de jouer un rôle dans la surveillance du rival, de rapporter ses projets, ses contacts, ses déplacements, il avait d'abord refusé, puis l'avait cédé. Pas pour de l'argent, pas pour une promotion, simplement parce qu'on lui avait fait comprendre, avec cette douceur menaçante qui était la marque de fabrique du cercle, que son refus serait interprété comme une prise de position, et que les prises de position avaient des conséquences. C'est le passeur qui avait informé le cercle du projet avec l'éditeur de Hambourg. C'est lui qui avait transmis l'adresse de l'hôpital où le rival avait été admis. C'est lui, selon toute vraisemblance, qui avait fourni les informations sur la localisation des enfants du rival. Ces enfants, dont la mention dans le carnet avait glacé le sang de quiconque l'avait lu. Le passeur vivait avec ce secret depuis des décennies, quand il a finalement accepté de parler, peu avant sa propre disparition, à un chercheur qui enquêtait sur cette affaire. Sa confession, partielle et douloureuse, est l'une des sources principales de ce que nous vous racontons aujourd'hui. Il a dit « Je me suis dit que je le protégeais en restant proche d'eux, que je pouvais atténuer les coups, que sans moi les choses auraient été pires. C'est ce que je me suis dit pendant 30 ans. Je ne sais plus si c'était vrai ou si c'était simplement ce dont j'avais besoin pour me regarder dans un miroir. La trahison du passeur est peut-être la dimension la plus humaine et la plus déchirante de cette histoire. Car il n'était pas un monstre. Il était un homme ordinaire, pris dans un système qui transformait les gens ordinaires en complices de l'injustice, non pas par la violence ou la contrainte directe, mais par la peur, par l'ambition, par ce désir universel d'appartenir et d'être reconnu. Combien d'autres passeurs y avait-il dans les couloirs de l'université française de cette époque? Combien d'hommes et de femmes ont fermé les yeux, transmis des informations, gardé le silence, parce que le prix de la résistance leur semblait trop élevé? Et combien de rivaux ont été broyés par cette mécanique silencieuse, sans que personne ne lève la main pour les défendre? Mais revenons au corps du rival, à ce corps qui trahissait son propriétaire au moment précis où il en avait le plus besoin. Car ce que le médecin n'avait pas dit à l'époque, ce qu'il n'a révélé que bien plus tard, dans un entretien accordé à un journaliste spécialisé dans les affaires universitaires, est d'une gravité qui mérite qu'on s'y arrête longuement.
Pendant les mois qui ont précédé son hospitalisation, le rival avait été suivi par un autre médecin, un praticien que lui avait recommandé, avec une sollicitude apparente, un membre du cercle qui prétendait s'inquiéter pour sa santé. Ce médecin, dont le cabinet se trouvait dans le 8e arrondissement, dans un immeuble cossu qui contrastait singulièrement avec les habitudes du rival, lui avait prescrit un traitement pour ce qu'il l'avait diagnostiqué comme une dépression sévère associée à un trouble anxieux. Un traitement lourd, composé de plusieurs molécules dont les effets combinés, selon des psychiatres consultés des années plus tard, pouvaient provoquer exactement les symptômes que le rival présentait. Les tremblements, la confusion mentale, la capacité à se concentrer, cette impression que les mots s'échappaient avant qu'ils puissent les saisir. Était-ce un traitement médical légitime, adapté à l'état réel du patient? Ou était-ce autre chose, une médication délibérément mal calibrée, destinée à neutraliser intellectuellement un homme dont la plume était la seule arme? La question est posée avec toute la prudence qu'elle exige, car nous ne disposons pas de preuves permettant d'affirmer avec certitude qu'il y a eu malveillance médicale. Ce que nous savons, c'est que ce médecin du 8e arrondissement avait des liens avec le milieu universitaire parisien, que son nom apparaît dans le carnet d'adresses de plusieurs membres du cercle, et que le traitement qu'il a prescrit au rival a coïncidé avec le fondement de sa capacité à travailler. Coïncidence? Peut-être. Mais dans cette affaire, les coïncidences s'accumulent avec une régularité qui finit par ressembler à un système. Ce qui est certain, c'est que le rival a arrêté de prendre ce traitement de sa propre initiative, plusieurs mois après le début de la prescription, après avoir lu par hasard dans une revue médicale un article sur les effets secondaires de l'une des molécules qui lui avait été prescrite. Dans les semaines qui ont suivi cet arrêt, sa clarté mentale est revenue progressivement. Il a recommencé à écrire. Il a recommencé à penser avec cette acuité qui avait toujours été sa marque. Mais il était trop tard. Le contrat avec Brandt était rompu. Sa femme était partie. Ses enfants grandissaient loin de lui. Et sa santé, même revenue à un niveau acceptable, portait les traces durables de ces mois d'épuisement et de médication douteuse. Il a survécu à tout cela. Il a continué à vivre, à écrire, à penser, dans l'obscurité, dans l'oubli, mais avec une obstination qui force le respect. Et ce peut être là, dans cette résistance silencieuse et têtue, que réside la part la plus admirable de son histoire. Car le cercle avait tout fait pour le briser, et il ne s'était pas brisé. Il s'était plié, il s'était courbé sous les coups, mais il n'avait pas rompu. Ses cahiers continuaient de s'accumuler dans son appartement, témoins d'une pensée qui refusait de se taire, même quand le monde entier faisait semblant de ne pas l'entendre. Mais voici la question qui hante tous ceux qui ont étudié cette affaire de près. Si le rival avait survécu intellectuellement, si sa pensée était intacte, si ses travaux existaient toujours, pourquoi n'a-t-il jamais tenté de les faire paraître par d'autres voies, dans d'autres pays, auprès d'autres éditeurs? Pourquoi ce silence qui a duré jusqu'à la fin? Et la réponse à cette question nous amène à la partie la plus sombre de toute cette histoire. La partie qui concerne non pas ce que le cercle lui a fait, mais ce qu'il a fait à lui-même. Car il y avait quelqu'un d'autre dans la vie du rival pendant ces années-là, quelqu'un dont nous n'avons pas encore parlé, et dont la présence explique peut-être mieux que toutes les machinations du cercle pourquoi un homme de cette intelligence a fini par se condamner lui-même au silence. Elle s'appelait Marguerite, prénom changé pour des raisons évidentes, et elle était entrée dans la vie du rival au début des années 70, dans les mois qui avaient suivi le départ de sa femme. Elle était plus jeune que lui, d'une quinzaine d'années, étudiante en philosophie, brillante et magnétique, avec cette façon qu'ont certaines personnes de vous faire sentir que vous êtes la seule chose intéressante dans la pièce. Elle avait lu les travaux du rival, les photocopies qui circulaient sous le manteau, et elle était venue le trouver après un cours public qu'il donnait dans une salle de quartier, l'une de ces conférences mal payées et peu fréquentées qui constituait désormais l'essentiel de ses activités. Elle lui avait dit qu'il était le seul théoricien français qui disait quelque chose de vrai sur la littérature. Il avait ri, un rire amer,
celui d'une homme qui n'est plus habituée aux compliments. Et elle était restée. Pendant plusieurs années, Marguerite a été à la fois sa compagne, sa lectrice, sa secrétaire et sa confidente. Elle recopiait ses manuscrits à la machine, organisait ses notes, l'encourageait dans ses moments de découragement. Elle croyait en lui avec une ferveur qui lui rappelait ce qu'il avait été, avant que le monde ne l'écrase. Un homme convaincu que ses idées méritaient d'exister. Grâce à elle, il a retrouvé une partie de son énergie créatrice. C'est pendant ces années-là qu'il a produit certains de ses travaux les plus aboutis, des textes d'une maturité et d'une profondeur qui dépassaient même ses écrits des années 60. Mais Marguerite avait un secret. Un secret que le rival n'a découvert que bien plus tard, et dont la révélation a constitué le coup de grâce final, celui dont il ne s'est jamais vraiment remis. Car Marguerite, cette femme qui semblait être tombée du ciel pour lui redonner goût à la vie et au travail, n'était pas arrivée dans sa vie par hasard. Elle avait été envoyée, pas de manière grossière, pas comme une espionne de roman policier. Mais selon les aveux qu'elle a faits des années plus tard à une amie commune, aveux qui ont fini par parvenir aux oreilles du chercheur qui enquêtait sur cette affaire, elle avait été approchée par un membre du cercle avant de rencontrer le rival. On lui avait demandé de se rapprocher de lui, de gagner sa confiance, de l'informer de ses projets et de ses contacts. En échange, on lui avait promis une aide pour sa propre carrière académique, des recommandations, des introductions, l'accès au réseau qui lui était autrement fermé. Elle avait accepté, se disant qu'elle pouvait jouer ce rôle tout en restant honnête dans ses sentiments, que les deux choses pouvaient coexister. Mais les sentiments, comme toujours, ont compliqué le calcul. Elle était tombée amoureuse du rival. Vraiment, profondément, sans calcul. Elle avait cessé de transmettre des informations au cercle après quelques mois, refusant de répondre aux sollicitations de son commanditaire. Mais elle n'avait jamais avoué au rival le contexte de leur rencontre. Et quand il l'a découvert, par une lettre retrouvée par hasard dans un tiroir, une lettre que Marguerite avait reçue de son commanditaire et qu'elle avait oublié de détruire, le monde du rival s'est effondré une dernière fois. Ce n'était pas seulement la trahison de Marguerite qui l'avait anéanti, c'était la confirmation définitive de quelque chose qu'il avait toujours refusé de croire entièrement, que sa vie entière avait été surveillée, infiltrée, manipulée, que même les moments qu'il avait crus les plus intimes et les plus authentiques avaient été contaminés par la machination du cercle. Que la femme qui l'avait aidé à se reconstruire avait été, au moins au début, un instrument de ses ennemis. Cette découverte a produit en lui quelque chose qui ressemblait à une extinction. Non pas une mort brutale, mais l'éteignement progressif d'une flamme qui avait résisté à tant de tempêtes et qui ne pouvait plus résister à celle-là. Il a demandé à Marguerite de partir. Elle est partie, en larmes, en lui laissant une lettre qu'il n'a jamais ouverte. Cette lettre existe encore, paraît-il, dans les affaires du rival. Fermée, intacte, comme un aveu que personne n'a jamais voulu entendre. Après le départ de Marguerite, le rival a vécu encore plusieurs années dans son appartement du 13e arrondissement, de plus en plus seul, de plus en plus silencieux. Il recevait encore quelques étudiants qui venaient le consulter en cachette, attirés par la réputation souterraine de ses travaux. Il écrivait encore, par habitude, par nécessité vitale, comme on respire. Mais il avait cessé d'envoyer ses textes à qui que ce soit. Il avait cessé de croire que le monde voulait les entendre. Et c'est dans cet état d'isolement volontaire, dans ce silence choisi, qui était peut-être la seule forme de dignité qui lui restait, que les chercheurs qui ont redécouvert ses travaux des décennies plus tard l'ont trouvé, ou plutôt ont trouvé les traces de ce qu'il avait été. Car le rival lui-même n'était plus là pour témoigner. Il avait disparu de la scène publique bien avant que quiconque ne pense à le chercher. Et les cahiers qu'il avait laissés derrière lui, ces dizaines de cahiers couverts d'une écriture serrée et précise, attendaient dans des cartons que quelqu'un ait enfin le courage de les ouvrir. Quelqu'un a eu ce courage. Et ce qu'il a trouvé dans ces cahiers a changé la manière dont certains spécialistes regardent aujourd'hui l'histoire du structuralisme français. Mais avant de vous dire ce que contenaient ces cahiers, avant de vous révéler ce que leur lecture a provoqué dans le monde académique,
il faut vous poser une question. Si vous aviez été à la place de ces universitaires qui savaient, qui voyaient, qui comprenaient ce qui se passait, auriez-vous eu le courage de parler? Ou auriez-vous, vous aussi, baissé les yeux et fait semblant que le rival n'existait pas? Ces cahiers, des dizaines de volumes reliés en toile noire, numérotés de la main du rival avec une précision presque maniaque, avaient dormi pendant des années dans des cartons scellés au ruban adhésif jauni. Mais ce que personne ne savait encore, ce que les chercheurs qui les ont ouverts ont découvert avec une stupéfaction mêlée de froid, c'est ce que le rival avait anticipé sa propre disparition avec une lucidité glaçante. Et il avait pris des précautions. Dans le dernier cahier de la série, celui dont la couverture portait une simple croix tracée au feutre rouge, se trouvait un document d'une nature entièrement différente des notes théoriques qui remplissaient les volumes précédents. Ce n'était pas un texte académique, c'était un contrat. Un contrat signé, daté, paraphé, et dont l'existence, si elle avait été connue à l'époque, aurait peut-être changé le cours de toute cette histoire. Dans les archives d'un notaire du 14e arrondissement, un document attend depuis 1969. Personne ne l'a réclamé pendant plus de 40 ans. Ce document, que nous avons pu consulter grâce à l'intervention d'un héritier du rival, est un accord en bonne et due forme, rédigé sur papier à en-tête d'un cabinet juridique aujourd'hui disparu, entre le rival et une figure dont le nom n'apparaît nulle part dans les biographies officielles du structuralisme français. L'accord stipule, en termes juridiques précis et froids, que le rival cède à cette figure, appelons-la le mandataire, l'intégralité des droits de reproduction et de diffusion de ses travaux théoriques sur la narration, en échange d'une somme dont le montant est laissé en blanc. Oui, en blanc. Comme si la valeur de ce que le rival abandonnait était trop difficile à chiffrer ou trop honteuse pour être écrite en toutes lettres. Ce contrat n'était pas un accord entre égaux. Chaque clause penchait dans le même sens, avec la régularité d'une balance truquée. Le rival s'engageait à ne plus soumettre ses travaux sur la narratologie à aucune publication française ou étrangère sans l'accord préalable du mandataire. Il s'engageait à ne plus participer à aucun colloque ou séminaire portant sur ces mêmes sujets sans autorisation écrite. Il s'engageait à ne pas contester publiquement les publications d'autres théoriciens travaillant dans le même domaine. Une formulation qui, dans le contexte de l'époque, ne pouvait désigner qu'une seule personne. En échange de tout cela, le mandataire promettait une aide non spécifiée pour trouver un poste d'enseignement stable et une garantie vague que les travaux du rival dans d'autres domaines ne seraient pas entravés. C'était un document de reddition. Un acte de capitulation intellectuelle habillé en accord commercial. Et le rival l'avait signé. Sa signature, tremblante et presque méconnaissable comparée aux paraphes assurés de ses premières lettres, témoigne de l'état dans lequel il se trouvait au moment de signer. Un homme au bout du rouleau, épuisé par des années de combats inégal, qui accepte les conditions de l'ennemi non pas parce qu'il les croit justes, mais parce qu'il n'a plus la force de résister. Mais voici ce que le mandataire n'avait pas prévu. Le rival avait gardé une copie, et dans la marge de cette copie, d'une écriture minuscule et serrée, il avait annoté chaque clause avec des commentaires qui constituent aujourd'hui un témoignage accablant. En face de la clause lui interdisant de publier ses travaux sur la narration, il avait écrit, dans une rage froide, selon ses propres mots, « Ils savent que ces travaux précèdent les leurs ». En face de la clause lui interdisant de contester les publications d'autres théoriciens, il avait noté, c'est-à-dire, à l'en croire, de dire la vérité sur ce qui a été pris. Et en face de la signature du mandataire, il avait écrit un seul mot, entouré d'un cercle. Complice. Ce mot, complice, ouvre une question que les spécialistes qui ont étudié ce document n'ont pas encore tranchée. Le mandataire agissait-il pour son propre compte, ou était-il lui-même un instrument du cercle, un intermédiaire chargé de formaliser juridiquement ce que la pression sociale et la manipulation psychologique avaient déjà accompli de facto? Les deux hypothèses ne sont pas incompatibles. Ce qui est certain, c'est que ce contrat représente quelque chose de rare dans l'histoire des luttes intellectuelles. Une trace écrite
légale, notariée, de la manière dont un groupe d'hommes a utilisé les instruments du droit pour verrouiller le silence d'un rival gênant. Avez-vous jamais signé quelque chose que vous saviez injuste parce que vous n'aviez plus la force de vous battre? Et si oui, comment avez-vous vécu avec ce souvenir? Elle avait 78 ans quand elle a accepté de parler. Ses mains tremblaient légèrement en tenant la tasse de thé qu'elle avait préparée elle-même dans sa cuisine de Montpellier, une cuisine aux murs couverts de photos et de dessins d'enfants, de petits-enfants, d'une vie construite loin de Paris et de ses tempêtes. Elle s'appelait Elisabeth, prénom véritable, qu'elle a tenu à ce que nous utilisions, parce qu'elle en avait assez, disait-elle, de se cacher. Pendant 35 ans, elle avait été la secrétaire de rédaction d'une des revues les plus influentes du structuralisme français. Pendant 35 ans, elle avait vu passer les manuscrits, les lettres de refus, les notes internes, les coups de téléphone qui précédaient les décisions officielles. Et pendant 35 ans, elle avait gardé le silence. Ce qui l'avait fait parler finalement, c'était une chose simple et inattendue. Elle avait lu, dans un supplément littéraire du journal régional, un court article mentionnant la redécouverte des travaux du rival. L'article était bref, presque anecdotique, le genre de papier qu'on lit entre deux gorgées de café du matin. Mais il contenait une phrase qui l'avait arrêté net. Ses travaux sur la focalisation narrative, longtemps ignorés, semblent avoir anticipé de plusieurs années les conclusions publiées par d'autres théoriciens. Elle avait posé le journal. Elle avait regardé par la fenêtre le jardin de sa maison de Montpellier, les rosiers qu'elle taillait chaque printemps, le chat endormi sur la terrasse. Et elle avait décidé que 35 ans de silence, c'était assez. Ce qu'Elisabeth nous a raconté au cours de 2 longues journées d'entretien dépasse en précision et en détail tout ce que nous avions pu reconstituer par d'autres sources. Car elle n'était pas une observatrice lointaine, elle était au cœur du mécanisme. Celle dont les mains tapaient les lettres de refus, celle qui classait les manuscrits rejetés, celle qui prenait les messages téléphoniques et notait les noms de ceux qu'il ne fallait pas rappeler. Elle se souvient du nom du rival. Elle se souvient de la première fois qu'elle a vu son dossier arriver sur son bureau, un dossier épais, contenant plusieurs articles soigneusement dactylographiés, accompagné d'une lettre de présentation, d'une courtoisie et d'une modestie qui l'avait frappée. Elle se souvient d'avoir lu quelques pages de l'un des articles pendant sa pause déjeuner et d'avoir pensé « C'est remarquable, vraiment remarquable. Pourquoi est-ce que je n'ai jamais entendu parler de cet homme ?» Et se souvient d'avoir posé la question à son supérieur direct, le directeur de rédaction, qui avait eu un geste vague de la main et lui avait dit de classer le dossier dans la pile des refus, sans explication, sans même avoir lu les textes. Mais ce dont Elisabeth se souvient avec le plus de précision, et c'est là que son témoignage devient proprement bouleversant, c'est ce d'une conversation téléphonique qu'elle a surprise par inadvertance, un soir où elle était restée tard au bureau pour terminer une mise en page urgente. Le directeur de rédaction était dans son bureau, dont la porte était entr'ouverte, et il parlait à voix basse, mais distincte dans le téléphone. Elle n'a pas entendu tout ce qui se disait, mais elle a entendu assez. Elle a entendu le nom du « rival », prononcé avec une irritation à peine contenue. Elle a entendu les mots « Il faut que ça s'arrête. Il a encore soumis quelque chose à la revue. Ils m'ont appelé. » Elle a entendu « Oui, je sais, mais il faut être plus systématique. Il faut qu'ils comprennent que c'est définitif. » Et elle a entendu, à la fin de la conversation, quelque chose qui lui a fait froid dans le dos et qu'elle n'a jamais oublié. Si nécessaire, on peut aussi s'occuper de ses étudiants. Cette dernière phrase, « s'occuper de ses étudiants », elle ne l'a jamais comprise entièrement. Était-ce une menace de faire pression sur les rares doctorants qui travaillaient encore sous la direction informelle du rival? Était-ce une manière de dire qu'on pouvait les décourager, les orienter vers d'autres directeurs de thèse, les priver des bourses et des postes auxquels ils aspiraient? Ou était-ce quelque chose de plus sombre encore? Une formulation délibérément ambiguë, destinée à laisser planer une menace sans jamais la préciser? Elisabeth dit qu'elle ne sait pas. Mais elle dit aussi que cette phrase a suffi à lui faire comprendre qu'elle était en présence de quelque chose qui dépassait la simple rivalité académique. Elle n'a rien dit à l'époque.
Elle avait besoin de son travail. Elle avait 2 enfants à élever seule après la séparation d'avec son mari. Elle avait peur. Et elle avait fait ce que font la plupart des gens quand ils ont peur et qu'ils ont besoin de leur travail. Elle avait continué à taper les lettres de refus, à classer les dossiers, à prendre les messages téléphoniques. Pendant 35 ans. Mais maintenant, dans sa cuisine de Montpellier, avec ses rosiers, son chat et ses photos de petits-enfants, elle avait posé sa tasse de thé et elle avait dit « Je veux que vous sachiez que cet homme existait. Je veux que vous sachiez que ses travaux étaient vrais. Et je veux que vous sachiez que ce qui lui a été fait était un crime. Pas un crime au sens juridique du terme, peut-être, mais un crime au sens humain, au sens de ce qu'on doit aux autres quand on prétend appartenir au monde de la pensée et de la vérité. Si vous aviez été à la place d'Élisabeth, ce soir-là dans ce bureau, avec cette conversation qui filtrait par la porte entr'ouverte, auriez-vous eu le courage de faire quelque chose? Ou auriez-vous, vous aussi, continué à taper les lettres de refus? Il y a des matins où la lumière entre différemment dans une pièce. Le chercheur qui a ouvert les cartons du rival pour la première fois se souvient de ce matin-là avec une précision photographique. La lumière grise de novembre, filtrant par une fenêtre poussiéreuse, l'odeur de papier vieux et de tabac froid qui s'est échappé des cartons quand il a brisé le ruban adhésif, et ce sentiment étrange, presque superstitieux, d'être en train de commettre une effraction dans une vie qui avait voulu rester close. Ce chercheur, un maître de conférences spécialisé en histoire de la théorie littéraire, dont nous tairons le nom à sa demande, avait mis des années à retrouver la trace des archives du rival. Il avait suivi une piste après l'autre, interrogé des anciens collègues, consulté des registres universitaires, écrit à des dizaines d'institutions. La plupart de ces lettres étaient restées sans réponse. Certaines avaient reçu des réponses polies mais évasives, du genre de celles qu'on envoie quand on ne veut pas dire non directement, mais qu'on n'a aucune intention de dire oui. Et puis un jour, une réponse différente était arrivée. Une lettre manuscrite, sur du papier ordinaire, signée d'un prénom féminin qu'il ne reconnaissait pas. La fille du rival. Elle vivait dans une ville de province, loin de Paris, loin du monde académique qui avait brisé son père. Elle avait grandi avec l'image d'un homme absent, d'abord physiquement puis émotionnellement. Un homme dont elle avait compris très tard que l'absence n'était pas un choix, mais une blessure. Elle avait conservé ses affaires après sa disparition. Les cartons de cahiers, les dossiers de manuscrits, les lettres reçues et les brouillons de lettres envoyées. Elle les avait conservés sans les lire, par une sorte de respect mêlé de peur, comme on garde les affaires d'un mort sans oser les toucher. Et quand le chercheur lui avait écrit pour lui expliquer ce qu'il cherchait, elle avait attendu plusieurs semaines avant de répondre. Puis elle avait répondu « Venez ». Ce que le chercheur a trouvé dans ces cartons a occupé les 3 années suivantes de sa vie. Les cahiers théoriques d'abord, des centaines de pages d'une densité intellectuelle qu'il avait laissées sans voix. Ces analyses de la structure narrative non seulement anticipaient les travaux publiés par le Cercle, mais les dépassaient sur plusieurs points essentiels. Proposant des distinctions et des typologies que la théorie littéraire officielle n'avait formulées que bien plus tard, et souvent de manière moins précise. Puis les manuscrits refusés, des textes complets, prêts à être publiés, accompagnés de lettres de refus dont la sécheresse et la pesante de justification disaient tout sur la nature de ces rejets. Et enfin, les lettres personnelles, des centaines de lettres reçues et envoyées, qui reconstituaient avec une précision déchirante la chronologie d'une destruction méthodique. Mais c'est dans un cahier particulier, le 17e de la série, que le chercheur a trouvé quelque chose qui a changé la nature de son enquête. Ce cahier, contrairement aux autres, n'était pas rempli de théories. Il était rempli de noms, des dates, des faits, consignés avec la minutie d'un homme qui sait que sa mémoire est la seule archive qui lui reste et qui veut s'assurer que rien ne se perde. Le rival avait tenu, pendant des années, un journal de ce qui lui arrivait. Pas un journal intime au sens sentimental du terme, pas de plainte, pas d'épanchement. Un journal factuel,
presque clinique qui enregistrait les refus, les humiliations, les visites suspectes, les conversations entendues, les coïncidences trop nombreuses pour être des coïncidences. Et dans ce journal, un passage en particulier a arrêté le chercheur. Un passage daté du printemps de 1969, quelques semaines après la signature du contrat notarié dont nous avons parlé. Le Rival y décrivait une rencontre fortuite dans un couloir de la Sorbonne avec un homme qu'il connaissait de vue, un administrateur universitaire de rang moyen dont le nom n'évoque rien aujourd'hui. Cet homme l'avait arrêté, avait regardé autour de lui pour s'assurer qu'ils étaient seuls et lui avait dit à voix basse « Je sais ce qu'ils vous ont fait. Je sais aussi ce qu'ils ont fait à d'autres. Il y a des dossiers qui prouvent tout. Ils sont en sécurité, mais si jamais vous en avez besoin, vous savez où me trouver. » Le Rival avait noté cette conversation mot pour mot, avec la précision d'un homme qui comprend qu'il vient peut-être d'entendre quelque chose d'important. Il avait ajouté en marge « Est-ce une nouvelle manipulation, un piège, ou quelqu'un qui a vraiment peur et qui cherche une sortie ? Je ne sais pas. Je ne sais plus à qui faire confiance. » Il n'avait jamais recontacté cet administrateur. La méfiance avait gagné, comme elle gagne toujours chez les hommes qui ont été trahis trop souvent. Mais le chercheur, lui, avait noté le nom, et il avait commencé à chercher. L'administrateur était mort depuis longtemps, mais il avait une fille, une femme d'une 60aine d'années qui travaillait comme archiviste dans une bibliothèque universitaire de province. Le chercheur lui avait écrit. Elle avait mis du temps à répondre. Quand elle l'avait finalement rappelé, sa voix au téléphone était celle de quelqu'un qui a attendu cet appel pendant longtemps, sans jamais vraiment croire qu'il viendrait. Son père, lui avait-elle dit, avait effectivement conservé des documents, des copies de documents internes, des notes de réunion, des fragments de correspondance qu'il avait réussi à photocopier au fil des années, sans que personne ne le remarque. Parce que les gens comme lui, les administrateurs de rang moyen, les secrétaires, les techniciens, étaient invisibles dans ces milieux, et que les puissants parlent librement devant les invisibles. Il avait constitué ce dossier par précaution, disait-elle, parce qu'il avait vu des choses qui lui avaient fait peur, et qu'il voulait avoir une assurance, quelque chose qui le protège si jamais on cherchait à lui faire porter une responsabilité qui n'était pas la sienne. Ces documents, elle les avait. Elle les avait trouvés après la mort de son père, dans une boîte en métal fermée à clé, au fond d'un placard. Elle les avait lus. Et elle avait décidé de les garder, sans savoir quoi en faire, jusqu'à ce que quelqu'un pose les bonnes questions. Le chercheur avait pris le train le lendemain matin. Ce qu'il avait trouvé dans la boîte en métal de l'archiviste de province constituait, selon ses propres termes, la pièce manquante du puzzle. Pas une preuve absolue, pas un document unique qui trancherait définitivement toutes les questions, mais un ensemble de pièces qui, mises bout à bout, dessinaient un tableau d'une cohérence accablante. Des notes de réunion où le nom du Rival apparaissait dans des contextes qui ne laissaient aucun doute sur la nature de ce qui était décidé à son sujet. Des fragments de correspondance entre membres du cercle qui discutaient ouvertement de la manière de gérer sa présence dans le champ académique. Le mot « gérer » revenant avec une régularité qui donnait la nausée. Et un document en particulier, une note interne d'une page et demie, sans en-tête, mais reconnaissable à son style et à ses références, qui décrivait avec une précision bureaucratique les étapes d'une stratégie visant à neutraliser définitivement l'influence du Rival dans le domaine de la théorie narrative. Ce document n'était pas signé. Mais le chercheur, après des mois d'analyse comparative de style et de référence, avait une conviction forte sur son auteur. Une conviction qu'il ne pouvait pas transformer en certitude juridique, mais qui était suffisamment solide pour orienter ses recherches dans une direction précise. Et cette direction le menait vers quelqu'un que nous n'avons pas encore nommé directement dans cette histoire. Quelqu'un qui n'était pas au premier rang du cercle, pas une figure publique de la stature de Barthes ou de Genette, mais qui en était peut-être le véritable architecte opérationnel, celui qui transformait les intentions en actions, les décisions en mécanismes. Ce personnage,
appelons-le architecte, était un homme dont la discrétion était légendaire dans les milieux universitaires de l'époque. Il ne publiait pas beaucoup, il ne saignait pas dans les grandes institutions, il n'apparaissait pas dans les photographies des colloques, ne donnait pas d'interviews, ne cherchait pas la lumière. Mais il était partout où les décisions importantes se prenaient. Il siégeait dans les commissions qui comptaient. Il était l'intermédiaire entre les figures publiques du cercle et les institutions qui leur obéissaient. Il était, en un mot, celui sans qui rien ne fonctionnait, et dont l'absence de visibilité était précisément ce qui lui permettait d'agir sans jamais être tenu responsable. Le chercheur avait mis des mois à reconstituer le rôle de l'architecte. Chaque pièce du dossier qu'il assemblait pointait vers lui, mais toujours indirectement, toujours à travers des intermédiaires, toujours avec cette couche d'insulation soigneusement maintenue entre ses décisions et leurs conséquences. C'était le signe d'un homme qui avait réfléchi à sa propre protection avec autant de soin qu'il avait réfléchi à la destruction du rival. Mais l'architecte avait commis une erreur, une seule, mais suffisante. Dans l'une des lettres conservées par l'administrateur invisible, une lettre adressée à un directeur de revue et portant sur le rejet d'un article du rival, il avait utilisé une formulation qui lui était caractéristique. Une tournure de phrase, une construction syntaxique particulière que le chercheur avait identifiée dans d'autres textes dont la paternité était certaine. Ce n'était pas une preuve au sens légal du terme, mais c'était une signature, aussi distinctive qu'une empreinte digitale pour qui savait la lire. Et le chercheur savait la lire. Il avait passé des années à étudier les textes de cette époque, à en cartographier les styles, les tics, les habitudes d'écriture. Il savait reconnaître une voix dans un texte anonyme, comme un musicien reconnaît un compositeur à quelques mesures. Et la voix qu'il entendait dans cette lettre, il la connaissait bien. Il l'avait lue des centaines de fois dans d'autres contextes, dans des textes signés, dans des correspondances officielles, dans des notes de séminaire. Il avait alors fait quelque chose que peu de chercheurs auraient eu le courage de faire. Il avait écrit à l'architecte, qui vivait encore, âgé et retiré dans une maison du sud de la France. Il lui avait envoyé une lettre sobre et précise, lui expliquant ce qu'il l'avait trouvé, ce qu'il pensait avoir compris, et lui demandant s'il accepterait de le rencontrer pour lui donner sa version des faits. L'architecte avait répondu « Pas immédiatement ». Il avait fallu attendre plusieurs semaines, pendant lesquelles le chercheur s'était demandé si la lettre avait bien été reçue, si elle avait été ignorée, si elle avait peut-être provoqué quelque chose de plus inquiétant. Et puis la réponse était arrivée. Une lettre courte, d'une écriture ferme malgré l'âge, qui disait simplement « Je sais de quoi vous parlez. Je ne peux pas vous recevoir. Mais il y a des choses que vous ne savez pas encore et que vous devriez savoir. Cherchez du côté de 1968. Cherchez ce qui s'est passé en mai, pas dans les rues, mais dans les bureaux. Vous comprendrez pourquoi tout a changé cette année-là et pourquoi certaines décisions qui semblent incompréhensibles aujourd'hui avaient, à l'époque, une logique que personne ne voulait voir. 1968. Le chercheur avait relu cette phrase plusieurs fois. Il avait pensé aux événements de mai de cette année-là, à la révolution culturelle qui avait secoué la France, aux barricades et aux grèves, et aux espoirs fracassés. Mais l'architecte ne parlait pas des rues, il parlait des bureaux. Et dans les bureaux, en mai 1968, quelque chose s'était passé qui avait changé les règles du jeu. Quelque chose qui impliquait le rival d'une manière que personne n'avait encore élucidée. Car le rival, en mai 1968, n'était pas dans les rues à manifester. Il était dans un bureau précis, dans un bâtiment précis, en train de faire quelque chose que le cercle n'avait pas prévu et qui avait provoqué une réaction d'une violence disproportionnée. Quelque chose qui expliquait peut-être pourquoi la campagne contre lui avait changé de nature à partir de cette date, passant d'une simple marginalisation à quelque chose de beaucoup plus systématique et de beaucoup plus brutal. Qu'avait-il fait? Qui avait-il rencontré? Et pourquoi, à ce moment précis, dans ce contexte de bouleversement général, avait-il déclenché une réponse aussi implacable de la part de ceux qui voulaient le faire taire? La réponse à ces questions
se trouvait dans un endroit que le chercheur n'avait pas encore pensé à explorer. Non pas dans les archives universitaires, non pas dans les cartons du rival, non pas dans la boîte en métal de l'archiviste de province, mais dans un lieu beaucoup plus inattendu. Un lieu dont l'existence même révèle à quel point cette affaire dépassait les frontières du monde académique pour toucher à quelque chose de bien plus vaste et de bien plus dangereux. Et c'est cela que nous vous laissons, pour l'instant. Avec cette question qui ne vous lâchera pas. Si un homme a été réduit au silence, non pas parce qu'il avait tort, mais précisément parce qu'il avait raison, que nous dit cela sur la nature de la vérité dans les institutions qui prétendent en être les gardiennes? Ce lieu inattendu, c'étaient les archives du ministère de l'Éducation nationale, dans un sous-sol humide de la rue de Grenelle, où dormaient des milliers de dossiers administratifs que personne n'avait consultés depuis des décennies. Et ce que le chercheur y a découvert, en suivant la piste laissée par l'architecte, a transformé une affaire de rivalité intellectuelle en quelque chose de bien plus vaste. Un scandale dont les ramifications touchaient au fondement même du pouvoir culturel français. Dans un classeur métallique gris, rangé entre des rapports budgétaires et des procès-verbaux de commissions oubliées, se trouvait un document estampillé « Confidentiel, diffusion restreinte ». Ce document, daté de juin 1968, portait l'en-tête de la direction de l'enseignement supérieur et était adressé au président de plusieurs universités parisiennes. Son objet, formulé dans ce langage bureaucratique qui transforme les décisions les plus brutales en phrases anodines, était le suivant. Réorganisation des enseignements de théorie littéraire et linguistique dans le cadre de la réforme post-crise. Sous cette formulation inoffensive se cachait une liste de noms répartis en 2 colonnes. La première colonne, intitulée « Personnalités dont la contribution est jugée essentielle à la continuité pédagogique », contenait les noms que l'on devine. La seconde colonne, intitulée « Personnalités dont le profil ne correspond plus aux orientations retenues », contenait 7 noms. Le rival était le troisième. Ce n'était pas une liste noire au sens dramatique du terme, c'était pire. C'était un document administratif, tamponné, enregistré, distribué par les voies officielles, qui transformait une vendetta personnelle en politique institutionnelle. Les noms de la seconde colonne n'étaient pas bannis par décret. Ils étaient simplement rendus invisibles par le système. Plus de convocations aux jurys de thèse, plus d'invitations aux commissions de recrutement, plus de possibilités de diriger des recherches dans les domaines jugés stratégiques. Le tout sans qu'aucune décision individuelle ne puisse être contestée, puisque chacune d'entre elles, prise isolément, pouvait être justifiée par des raisons administratives parfaitement légitimes. C'était le génie du système. La destruction par l'accumulation de petites décisions anodines, dont aucune ne constituait un scandale en soi, mais dont la somme équivalait à un arrêt de mort professionnel. Le chercheur a passé des semaines à reconstituer la genèse de ce document. Qui l'avait rédigé? Qui avait fourni les noms? Qui avait décidé des critères de sélection? La chaîne de responsabilité, comme toujours dans ces affaires, était soigneusement brouillée. Mais en croisant les agendas ministériels de l'époque, les registres de rendez-vous et les notes de service internes, il a pu établir qu'une réunion avait eu lieu le 14 mai 1968. En pleine crise, alors que les rues de Paris brûlaient et que le pays semblait au bord de l'effondrement, entre un haut fonctionnaire de la direction de l'enseignement supérieur et 3 universitaires dont les noms figuraient dans la première colonne du document. 3 universitaires qui appartenaient au cercle. La coïncidence temporelle est vertigineuse. Pendant que les étudiants dressaient des barricades au nom de la liberté et de la justice, pendant que le pays tout entier remettait en question les structures de pouvoir héritées du passé, un petit groupe d'hommes profitait du chaos pour consolider le leur. Ils avaient compris, avec une lucidité cynique, que les périodes de crise sont les moments idéaux pour faire passer des décisions qui seraient contestées en temps normal. Quand tout le monde regarde les barricades, personne ne surveille les bureaux. Et c'est dans les bureaux que le sort du rival a été scellé. Non pas par la violence des pavés, mais par la violence feutrée d'un tampon administratif sur un document que personne ne lirait jamais.
Le rival, lui, que faisait-il pendant ces journées de mai? La réponse, trouvée dans son journal, est d'une ironie cruelle. Il était dans un bureau, effectivement, mais pas celui du ministère. Il était dans le bureau d'un doyen de faculté qui lui avait proposé, dans l'effervescence de la crise, de participer à la refonte des programmes d'enseignement littéraire. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un en position d'autorité lui offrait une place à la table des décisions. Le doyen, un homme indépendant qui n'appartenait pas au cercle et qui avait été impressionné par les travaux clandestins du rival, voyait dans le bouleversement de mai une occasion de remettre les compteurs à zéro, de briser les monopoles intellectuels et de donner leur chance à des voix marginalisées. Le rival avait accepté avec un mélange d'espoir et de méfiance. Il avait passé plusieurs jours à rédiger des propositions détaillées pour un nouveau programme de théorie narrative. Un programme qui intégrerait ses propres travaux aux côtés de ceux du cercle, dans un esprit de pluralisme que la crise semblait rendre possible. Ces propositions, retrouvées dans ses cahiers, sont d'une générosité intellectuelle remarquable. Il ne cherchait pas à remplacer ses adversaires, mais simplement à exister à côté d'eux, à ce que la diversité des approches soit reconnue et enseignée. Mais le cercle avait appris l'existence de cette initiative. Et c'est cette initiative, cette tentative de profiter de la brèche ouverte par May pour revenir dans le jeu, qui avait déclenché la réaction décrite par l'architecte dans sa lettre aux chercheurs. Le cercle avait compris que la crise, loin de les affaiblir, pouvait les renforcer, à condition d'agir vite et de verrouiller les positions avant que le chaos ne permette à des outsiders comme le rival de s'infiltrer dans les structures de pouvoir. La réunion du 14 mai au ministère n'était pas une coïncidence. C'était une contre-offensive, menée avec la précision d'une opération militaire pour s'assurer que la réforme post-crise consoliderait leur hégémonie au lieu de la menacer. Le doyen qui avait soutenu le rival a été muté quelques mois plus tard dans une université de province. Officiellement, pour des raisons de réorganisation. Officieusement, parce qu'il avait eu l'audace de proposer un programme qui ne portait pas l'imprimatur du cercle. Sa mutation était un avertissement adressé à tous ceux qui seraient tentés de suivre son exemple. Et le message a été reçu. Plus personne, pendant des années, n'a osé proposer d'alternative au monopole structuraliste sur l'enseignement de la théorie littéraire en France. Avez-vous déjà vu une porte s'ouvrir devant vous, juste assez pour que vous aperceviez la lumière de l'autre côté, avant qu'une main invisible ne la referme brutalement? Et si oui, avez-vous compris à ce moment-là que la main n'était pas celle du destin, mais celle d'un homme qui avait décidé que cette lumière ne vous appartenait pas? Le rival ne portait jamais de bijoux. Pas de montre, pas de chevalière, pas de boutons de manchette. Ses vêtements étaient simples, presque austères. Des chemises blanches, des pantalons de velours côtelé, des vestes en tweed usées au coude. Mais il y avait un objet dont il ne se séparait jamais. Un objet que ses rares visiteurs remarquaient invariablement, parce qu'il le gardait toujours à portée de main, sur son bureau, à côté de sa machine à écrire. C'était un petit carnet relié en cuir brun, de la taille d'un passeport, dont les pages étaient couvertes d'une écriture si fine qu'il fallait une loupe pour la déchiffrer. Sa fille raconte qu'enfant, quand elle venait le voir pendant les rares week-ends qu'il l'obtenait, elle le voyait toujours avec ce carnet. Il le consultait avant de se mettre au travail, le feuilletait pendant ses pauses, le rangeait sous son oreiller la nuit. Quand elle lui avait demandé ce que c'était, il avait souri, un de ces sourires tristes qui était devenu sa seule expression, et avait répondu « C'est ma mémoire, ma petite. Le jour où je le perdrai, je perdrai tout. » Ce carnet n'était pas un journal intime, c'était un index minutieux de toutes les idées que le rival avait eues, classées par date, par thème, par degré d'avancement. Chaque concept qu'il avait formulé y était consigné avec la date exacte de sa première formulation, les références des textes où il l'avait développé, et parfois, c'est cela que le carnet devient un document accablant, la date à laquelle ce même concept avait été publié par un autre, sous un autre nom, dans une revue à laquelle le rival avait soumis un article contenant précisément cette idée,
articles qui avaient été refusés quelques mois ou quelques années auparavant. Le carnet était sa preuve, sa seule preuve. La preuve que ses idées avaient existé avant celles des autres, que sa pensée avait précédé celle qui était devenue officielle, que l'histoire telle qu'on la racontait dans les manuels était une histoire tronquée, amputée de sa contribution. Il le savait. Et il savait aussi que cette preuve ne valait rien tant qu'elle restait entre ses mains, dans son appartement sous les toits, invisible au monde. Quand le rival a quitté ce monde, discrètement, comme il avait vécu, dans un hôpital de banlieue où personne ne savait qui il était, sa fille est venue récupérer ses affaires. Les cartons de cahiers, les manuscrits, les lettres. Mais le carnet en cuir brun n'était pas là. Elle a cherché partout, dans les tiroirs, sous le matelas, dans les poches de ses vestes. Rien. L'infirmière de garde cette nuit-là se souvenait vaguement d'un visiteur tardif, un homme âgé qui avait dit être un ancien collègue et qui était resté quelques minutes seulement. Le registre des visites de cette nuit-là avait disparu. Une anomalie administrative que personne n'a pu expliquer. Le carnet n'a jamais été retrouvé. Avec lui a disparu la seule trace chronologique complète de la pensée du rival. Le seul document qui aurait permis de d'établir avec une précision irréfutable l'antériorité de ses idées sur celles qui avaient été publiées sous d'autres noms. Était-ce un hasard? Un vol opportuniste? Ou le dernier acte d'une campagne d'effacement qui avait commencé des décennies plus tôt et qui ne pouvait se terminer qu'avec la disparition de la dernière preuve matérielle? La fille du rival croit savoir qui était ce visiteur tardif. Elle ne peut pas le prouver. Mais elle a un nom en tête. Un nom qu'elle a trouvé dans les lettres de son père. Un nom qui revient avec une régularité obsédante dans les passages les plus sombres de son journal. Le nom du passeur. Le passeur, cet ami d'enfance devenu informateur du cercle, cet homme déchiré entre sa loyauté et sa lâcheté, aurait-il accompli un dernier service pour ses maîtres en venant récupérer sur le lit du mourant l'objet qui contenait la preuve de leur imposture? La question reste sans réponse définitive. Mais elle hante tous ceux qui connaissent cette histoire, comme un fantôme qui refuse de quitter la maison où il est mort. Pensez-vous qu'un homme puisse trahir son ami le plus proche par peur et continuer à vivre avec ce poids pendant des décennies? Ou bien la trahison finit-elle toujours par dévorer celui qui l'a commise? Les travaux du rival ont finalement été publiés. Pas de son vivant, il était trop tard pour cela. Mais grâce aux chercheurs obstinés qui avaient ouvert les cartons, grâce à la fille qui avait conservé les archives, grâce à Élisabeth qui avait brisé 35 ans de silence, une partie de son œuvre a vu le jour, au début des années 2010, dans une collection universitaire confidentielle dont le tirage n'est pas dépassé quelques centaines d'exemplaires. La réception a été étrange. Certains spécialistes ont salué la publication avec un enthousiasme prudent, reconnaissant la valeur des analyses et notant, avec une diplomatie qui frisait la contorsion, que certains concepts présentaient des similitudes frappantes avec des travaux publiés ultérieurement par des auteurs plus connus. D'autres ont préféré le silence, ce silence complice qui avait été la norme pendant des décennies et qui continuait de fonctionner, par inertie, même après que les principaux acteurs du cercle avaient quitté la scène. Et quelques-uns, très peu, mais suffisamment pour que leur voix soit entendue, ont dit clairement ce que les documents suggéraient, que le rival avait été spolié, que ses idées avaient été appropriées, et que l'histoire officielle du structuralisme français devait être réécrite. Mais réécrire l'histoire est une entreprise qui se heurte à des résistances considérables, surtout quand cette histoire est devenue un monument national, exporté dans le monde entier, enseigné dans des milliers d'universités, cité dans des dizaines de milliers de thèses et d'articles. Remettre en question l'originalité de Genette, c'est remettre en question des décennies de recherche qui se sont construites sur ces fondations. C'est dire à des générations d'étudiants et de chercheurs que le socle sur lequel ils ont bâti leur propre travail est peut-être fissuré. C'est toucher à quelque chose de sacré, non pas la vérité,
mais le confort intellectuel de ceux qui ont investi leur carrière dans une version particulière de la vérité. Barthes avait quitté ce monde en 1980, renversé par une camionnette dans des circonstances que certains ont jugées troublantes, mais qui relèvent probablement du tragique ordinaire de la vie parisienne. Jeannette a poursuivi sa carrière jusqu'à un âge avancé, couvert d'honneurs et de distinctions, traduit dans toutes les langues, invité dans toutes les universités du monde. Il n'a jamais commenté publiquement l'existence du rival. Quand un journaliste lui a posé la question, lors d'un entretien tardif, il a eu un geste vague de la main. Le même geste, selon Elisabeth, que faisait le directeur de rédaction quand elle lui demandait pourquoi un manuscrit avait été refusé, et a changé de sujet. Todorov, pour sa part, a consacré les dernières années de sa vie à des travaux sur la morale et la condition humaine, dans un virage intellectuel que certains ont interprété comme une forme de repentance silencieuse. Il n'a jamais parlé du Riva non plus, mais dans l'un de ses derniers livres, publié quelques années avant sa propre disparition, il a écrit une phrase qui résonne étrangement quand on connaît cette histoire. La pire forme de barbarie intellectuelle n'est pas l'ignorance. C'est le refus délibéré de reconnaître ce que l'on sait être vrai. Parlait-il du rival? Parlait-il de lui-même? Parlait-il de cette culpabilité diffuse qui finit par imprégner tous ceux qui ont participé, même passivement, à une injustice collective? Nous ne le saurons jamais. Le passeur, lui, avait eu ces dernières années dans un état que ses proches décrivaient comme une mélancolie permanente. Il avait pris sa retraite d'une université où il n'avait jamais obtenu le poste de professeur titulaire qu'on lui avait fait miroiter en échange de ses services. Le cercle, une fois qu'il n'avait plus besoin de lui, l'avait traité exactement comme il avait traité le rival, avec l'indifférence glaciale des puissants envers ceux qui ne leur sont plus utiles. Il avait fini par comprendre, trop tard, qu'il n'avait jamais été un membre du cercle. Il en avait été un outil, et les outils, quand ils sont usés, on les range au fond d'un tiroir. Sa confession tardive, recueillie par le chercheur quelques mois avant sa propre fin, est le document le plus poignant de toute cette affaire. Un homme vieillissant, assis dans un fauteuil défoncé, dans un appartement qui sentait le tabac froid et la solitude, qui raconte comment il a trahi son meilleur ami pour un sentiment d'appartenance qui s'est révélé être un mirage. Il a dit « Je pensais qu'en restant proche de deux, je pourrais le protéger. C'est le mensonge que je me suis raconté pendant 30 ans. La vérité, c'est ce que j'avais peur d'être à sa place. J'avais peur d'être celui qu'on efface. Alors j'ai aidé à effacer quelqu'un d'autre. Et maintenant, c'est moi qui suis effacé. Et personne ne viendra écrire mon histoire. » L'architecte, quant à lui, n'a jamais reparlé au chercheur après sa lettre énigmatique. Il a vécu retiré dans sa maison du sud de la France, entouré de livres et de silence, jusqu'à ce que son chemin s'achève dans l'indifférence générale. Aucune nécrologie n'a mentionné son rôle dans le cercle. Aucun hommage n'a évoqué les décisions qu'il avait prises dans l'ombre. Il est parti comme il avait vécu, invisible, insaisissable, protégé jusqu'au bout par cette discrétion qui avait été à la fois son arme et son bouclier. Et le rival? Le rival est devenu, lentement, posthumément, ce qu'il aurait dû être de son vivant. Une voix. Pas une voix forte, pas une voix qui résonne dans les amphithéâtres et les colloques internationaux, mais une voix qui murmure, qui insiste, qui refuse de se taire, même après que celui qui la portait a disparu. Ces cahiers sont aujourd'hui conservés dans une bibliothèque universitaire. Ces textes sont lus par un petit nombre de chercheurs qui y trouvent ce que le monde académique lui a refusé de son vivant. La reconnaissance d'une pensée originale, profonde et injustement effacée. La question qui demeure, celle que cette histoire pose à chacun d'entre nous, dépasse le cadre de la théorie littéraire et du structuralisme français. C'est une question sur la nature même des institutions que nous construisons pour protéger la connaissance et la vérité. Ces institutions, les universités, les revues, les commissions, les jurys,
Sont-elles vraiment les gardiennes impartiales du savoir qu'elles prétendent être? Ou sont-elles, comme toute structure humaine, des lieux de pouvoir où les plus forts imposent leurs lois aux plus faibles, où le talent sans réseau est condamné à l'obscurité, où la vérité ne triomphe que lorsqu'elle sert les intérêts de ceux qui contrôlent les moyens de la diffuser? Le cas du rival suggère une réponse que nous préférerions ne pas entendre. Il suggère que le monde des idées, loin d'être cet espace de liberté et de débat que nous aimons imaginer, peut fonctionner comme n'importe quel autre système de domination. Avec ses hiérarchies, ses exclusions, ses violences symboliques et parfois réelles. Il suggère que des hommes brillants, cultivés, raffinés, capables d'écrire des pages lumineuses sur la littérature et le langage, sont aussi capables de détruire méthodiquement un collègue dont le seul crime était d'avoir eu raison trop tôt et sans permission. Et il pose, enfin, la question la plus inconfortable de toutes. Combien de rivaux y a-t-il eu? Combien de penseurs brillants ont été réduits au silence par des systèmes similaires, dans d'autres disciplines, dans d'autres pays, à d'autres époques? Combien d'idées révolutionnaires dorment dans des cartons oubliés, dans des greniers poussiéreux, dans des archives que personne n'ouvrira jamais, parce que celui ou celle qui les a conçues n'avait pas le bon réseau, le bon nom, le bon protecteur? Nous ne connaîtrons probablement jamais la réponse. Mais le simple fait de poser la question est peut-être, à sa manière, une forme de justice tardive pour tous ceux qui ont été effacés. Chers amis, et vous, que pensez-vous de cette histoire? Le rival était-il la victime d'un système impitoyable qui broie les individus isolés? Ou bien aurait-il dû se battre autrement, chercher d'autres voies, refuser de se laisser enfermer dans le silence? Écrivez votre opinion dans les commentaires. Nous voulons savoir si cette histoire résonne avec votre propre expérience. Si vous avez connu, dans votre vie professionnelle ou personnelle, des situations où le talent a été écrasé par le pouvoir d'un groupe. Mettez un pouce en l'air pour la vérité. Partagez cette vidéo pour que l'histoire du rival ne soit plus jamais oubliée. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos enquêtes sur les scandales enfouis de l'histoire intellectuelle française.